Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale Entretien. Vous le savez peut-être déjà que l'opinion dans notre pays reste dominée par une actualité caractérisée par la publication par l'ancien Premier ministre Mouzito de 3 tribunes sur les finances publiques, sur la gestion, sur la décentralisation, mais aussi sur l'installation de nouvelles provinces. Et la question fait débat. Pour essayer d'en discuter, nous avons essayé de réunir autour de nous ce plateau qui va essayer d'analyser ces 3 tribunes, d'essayer d'expliquer et de rencontrer le fond de la pensée de l'auteur. Et sur ce plateau, justement, pour en discuter, nous avons Israël Moutala. Israël, bonsoir. Bonsoir. À côté d'Israël, nous avons Luc Mikomo Kabongat, journaliste à Congo Web Télévision. Bonsoir. Bonsoir. Et à ses côtés, Joseph Kamanga, RTVS 1, bonsoir. Bonsoir, merci mes confrères. De l'autre côté, nous n'avons pas que des journalistes, on a aussi des acteurs politiques. Nous avons Steve Kivuata, cadre du Palou, bonsoir. Bonsoir. Et Fumutoto, qui est initiateur de la 3e voie. Fumutoto, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous tous d'être là. Nous allons commencer par le commencement, comme on dit. Israël, l'ancien Premier ministre Mouzito, on le connaît, il a été inspecteur aux finances, il a été ministre du budget, mais Premier ministre aussi pendant 3 ans. Il apporte sa contribution dans la marche de la République avec 3 tribunes qui sont des réflexions faites par lui-même. Et la première tribune, c'est la RDC, un État sans province. Votre commentaire? Bon, mon premier commentaire, j'aimerais adresser d'abord des félicitations à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito parce qu'il a produit 3 tribunes de haute facture qui nous met au cœur d'un débat citoyen, d'un débat républicain. Donc, à travers ces 3 tribunes, d'une manière générale, il a suscité un débat qui méritait d'être approfondi par rapport à l'installation de nouvelles provinces, mais par rapport aussi aux échéances électorales en rapport avec les élections locales et municipales notamment. Donc, il faut féliciter cette réflexion, il faut féliciter ce débat qui a été suscité dans la société, mais maintenant là, il faut approfondir ce débat. Il faudrait justement éviter de jeter l'anathème, il faudrait éviter justement de faire de l'invective, mais rencontrer justement la pensée de l'auteur. J'ai cru entendre, en suivant les débats ça et là, suscités par Adolphe Mouzito, que certaines personnes lui prêtaient l'intention justement de ne pas être favorable justement à... On va arriver, excusez-moi de... J'aimerais reclasser un peu de manière stratégique d'abord ce que vise la pensée de Mouzito. Donc je situe d'abord, parce qu'avant d'aller dans chaque tribune, se recentrer le débat. Le débat ici d'abord, c'est entre pour ou contre le découpage ou la décentralisation. Pour ou contre les élections locales ou pas. C'est ça le grand débat stratégique. Et justement, il y a un autre débat en lame de fond sur la priorité qui doit être accordée aux ressources nationales. Elles sont modestes. Doit-on les accorder justement au fonctionnement des institutions politiques ou doit-on les recentrer sur le processus de développement? Voilà d'abord les débats de fond. Très bien. Alors sur cette question, j'aimerais juste planter le décor sur cette question. Sur cette question, en parcourant toutes les 3 tribunes, l'ancien Premier ministre, il m'a paru en les lisant qu'il est d'accord avec le processus de décentralisation et de découpage, mais il n'est pas d'accord par rapport aux modalités et par rapport au tempo. Et à la deuxième question, par rapport justement au train de vie des institutions que cela va susciter, il aimerait justement qu'il soit posté ou bien qu'on recentre les maigres ressources que nous avons par rapport à certains programmes de développement. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai situé le débat sur cette question. Très bien. Alors, je m'en vais de l'autre côté. Steve, l'existence effective d'une province s'appréhende à travers la réalité de pouvoir et des compétences que lui confère la Constitution, ainsi que de ressources financières que celle-ci lui a allouées. Ça, c'est l'introduction de cette tribune. Le Premier ministre veut dire quoi exactement lorsqu'il parle de la RDC, un État sans province? Effectivement, dans la RDC, un État sans province, il nous ramène vers la compréhension ou soit la définition de la province selon la Constitution ou selon le Constituant. En réalité, le Constituant a voulu que la province soit ce que le juriste appelle techniquement une entité territoriale régionalisée.
Ça veut dire tout simplement que le province devait bénéficier d'un certain nombre de pouvoirs qui devaient être transférés par le pouvoir central, plus précisément dans les 4 domaines à compétences exclusives, à savoir le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture et le domaine des affaires coutumières. En principe, ça ne devait plus être le domaine du pouvoir central. Et du côté des ressources, les constituants ont voulu que 40% de recettes à caractère national soient rétrocédées. C'est vrai, à la Constitution, on dit retenu à la source, mais techniquement, l'honorable Mouzito a pu ramener cette technique à la rétrocession, donc on leur rétrocède le 40%. Donc s'il n'y a ni transfert de pouvoir dans les 4 domaines à compétences exclusives, ni rétrocession de 40%, en réalité, les provinces ne fonctionnent pas selon les constitutions et tout simplement, comme l'a dit l'honorable Mouzito, nous pouvons dire qu'elles n'existent pas. Voilà, alors nous revenons à vous, Luc. La RDC, un État sans province, beaucoup dans l'opinion ont vite conclu à la négation. On dit le Premier ministre qui était là, comment peut-il dire que la République n'a pas de province? Qu'est-ce qui peut être à la base d'une telle explication? En fait, moi je suis aussi de formation littéraire. Et donc, l'honorable Mouzito a publié par écrit cette tribune. Chacun l'a lu avec ses lunettes. Moi, je m'en veux pas à ceux qui en font leur interprétation qui peut être fondamentalement biaisée. Puisque n'avoir pas lu l'auteur selon sa perception. Mais ce que je voudrais d'abord dire, quand je lis l'ensemble des tribunes de l'honorable Mouzito, parce qu'en fait, j'ai participé à quelques conférences lorsque le Palou a organisé ses ateliers de 50 ans d'existence du parti. L'honorable Mouzito a puisé là, dans les réflexions qui ont été faites pendant ces ateliers-là. Et il formule, en ajoutant une bonne touche de sa propre perception en tant que ancien inspecteur des finances, ancien Premier ministre, et il dit que la République démocratique du Congo est un État sans province. Ça veut dire que ce n'est pas que les provinces en tant qu'entité physique qui manquent, mais des provinces qui existent mais qui n'accomplissent pas fondamentalement le rôle et les tâches leur dévolues par la Constitution. Et si les gens croient que honorable Mouzito est contre les découpages, eh bien là, ils font littéralement une mauvaise lecture de l'honorable Mouzito. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez cette tribune, il termine par donner des pistes pour que ces provinces ne soient pas des coquilles vides, parce que la plupart des provinces qu'on va devoir créer, excusez-moi, sont des coquilles vides. Et il donne un schéma, il donne une approche qui fasse que si l'État voudrait mettre en place de nouvelles provinces, mais que ces provinces puissent véritablement bénéficier d'un pouvoir réel qui leur sera transféré par le pouvoir central, et que ces provinces puissent fonctionner de manière efficiente, pas qu'elles puissent être des coquilles vides, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc un simple démembrement des provinces, mais foncièrement, elles ne jouent pas le rôle qui est attendu d'elles, ainsi aussi bien que par la Constitution, mais également par les populations respectives. Très bien. Alors, Fumutoto, nous venons vers vous. La RDC, un État sans province. Vous êtes politologue de formation. Cette question est analysée par les juristes, par les sociologues. Mais je voudrais avoir votre propre compréhension en tant que politologue d'abord, pas en tant que politique. Qu'est-ce qu'on peut attendre par un État sans province? Et je pense que la question m'est très bien posée. Parce que je me posais la question à l'intérieur de moi-même de savoir, est-ce qu'on va me poser la question de ressortir l'approche politologique de cette affirmation? D'abord,
il faut préciser dans quel cadre la troisième va être en train d'accueillir favorablement les réflexions du député national Adolphe Muzito. Ce que nous avons dit, qu'au lieu de commencer par les partis politiques, nous devrions commencer par un courant de pensée, comme ça s'est fait à travers le monde. Donc, on n'a pas commencé la vie politique par les partis ou les recrutements politiques. La vie politique à travers le monde commence par les pensées, les doctrines, les lois et les pratiques. Donc vous ne pouvez pas être un homme d'État si vous ne connaissez que la loi, vous ne connaissez pas la pratique de la loi. Vous ne pouvez pas être un homme d'État si vous ne connaissez que la loi, vous ne connaissez pas les doctrines d'où tirent les lois, les sources de loi. Et vous ne pouvez pas connaître les doctrines si vous ne connaissez pas les pensées. Or, les pensées, ce sont les esprits qui visitent les hommes d'État face aux méfaits de la société, face aux pommes de la société. Les hommes inventent ou accèdent au monde spirituel pour dire, par rapport à l'histoire et au futur, nous devons créer tel système politique. Parce qu'il n'y a pas de système politique type. Tout système politique tient compte de l'anthropologie, de la sociologie, c'est-à-dire de la culture de chaque peuple, pourvu que celui-ci donne des réponses attendues au peuple concerné par ces institutions. Maintenant, quel est le problème avant la réaction d'Adolphe Muzito? C'est que nous avons d'abord connu le colonialisme, c'est-à-dire la domination culturelle par les Occidentaux ou l'Europe. Ensuite, nous sommes entrés à la dictature de Mobutu. Et de là, en 2006, nous avons tenté maintenant de dire, fini avec ces méfaits, nous devons maintenant faire une révolution. La décentralisation au Congo n'est pas une réforme. La décentralisation au Congo est une révolution. La réforme, c'est quoi? C'est comme si on a déjà décentralisé les pouvoirs politiques au Congo et que cette fois-ci, on veut revenir à la valeur que nous avons perdue dans le passé. Or, cela n'est pas le cas. Depuis les Belges jusqu'à présent, les pouvoirs étaient toujours centrés, concentrés et même pas déconcentrés au sens plein du terme. Les législateurs de 2006, il dit quoi? Cette fois-ci, nous voulons créer la décentralisation. Et en sciences politiques, comme en droit, la décentralisation est perçue comme modalité de gestion politique qui consiste à créer plusieurs personnes publiques avec leurs compétences et ressources. C'est ça la décentralisation. Vous ne pouvez pas parler de la décentralisation si chaque personne publique, c'est-à-dire entité, n'a pas ses propres compétences définies par la loi ou la Constitution et aussi ses ressources. Et Steve l'a dit ici, que les constituants de la Constitution actuelle a dit quoi? Qu'il créait 3 entités politico-administratives. La première, c'est le pouvoir central, qui est dirigé par le Premier ministre. La deuxième, c'est le pouvoir provincial, qui est dirigé par les gouverneurs. Et la troisième impulsion politique, c'est l'impulsion politique des entités territoriales décentralisées à l'intérieur des provinces. Nous pouvons citer la ville, la commune, la chefferie, je crois, et les secteurs. Maintenant, quel est le problème? C'est que le pouvoir là, alors, le Premier ministre a un budget. Et son budget, c'est le budget du pouvoir central. Mais quel est le budget du chef de l'État? Le budget du chef de l'État, c'est ce qu'on appelle le budget de l'État, qui inclut... Non, parce que Adolphe Muzito est dans un schéma. Revenez d'abord, expliquez d'abord la décentralisation, parce qu'on va y aller de manière graduelle. La décentralisation maintenant, c'est que s'il va parler, le débat est autour de la retenue, la rétention. Moi, je pense qu'il faut même aller au-delà de ces concepts. C'est le constituant qui a dit, voici les compétences qui relèvent du pouvoir central. Voici les compétences exclusives des pouvoirs des provinces. Et voici les compétences d'entités territoriales décentralisées. Alors, Adolphe Muzito, lorsqu'il dit la RDC est un État sans province, les gens réagissent en disant, mais comment un ancien premier ministre et député national peut-il dire que notre pays n'a pas de province? Non, il est dans les concepts. Ce qui distingue un juriste d'un politologue, un économiste d'un philosophe, c'est le concept, c'est le jargon. Les juristes en tant qu'experts ont ces mots que vous ne pouvez pas pénétrer si vous n'avez pas la main juridique. L'économiste, c'est la même chose. Muzito n'a pas dit que notre pays n'a pas de province. Il n'a pas dit que notre nation n'a pas de province. Il n'a pas dit que notre république n'a pas de province. Il a dit la RDC, un État sans province. Ce qu'il le réplique comme s'il disait notre pays n'a pas de province. Sauf qu'on ne voit pas la distinction entre les concepts État, nation, république et province. Alors, mais l'État, c'est quoi? C'est et le pouvoir central et le pouvoir
provinciales et les entités territoriales décentralisées. Alors, dans la répartition du pouvoir, on a donné au pouvoir central seulement les pouvoirs politiques et diplomatiques. C'est-à-dire l'État au niveau central ne s'occupe que des missions régaliennes. Quant aux questions de social et investissement, cela relève des compétences des provinces. Alors, est-ce que depuis 2006 jusqu'à présent, les provinces ont reçu du pouvoir central leur pouvoir? Non. Est-ce que depuis 2006 jusqu'à présent, les partis politiques qui sont aux provinces ont revendiqué leurs compétences et pouvoirs selon la Constitution? Non. Très bien. Alors, je donne un exemple, oui. Je cite là. Le PPRD au pouvoir central ne veut pas donner les compétences des provinces. Le PPRD au pouvoir provincial ne veut pas revendiquer les compétences des provinces. Donc, la RDC est un État sans province. Ça signifie que on a la Constitution, mais on ne veut pas la respecter pour donner aux provinces leurs compétences. Je prends la réaction de Joseph Kamanga par rapport à la même question. Oui, Charlie, j'ai suivi attentivement les 3 tribunes de l'ancien Premier ministre. Muzito dit d'abord que le découpage ou la mise en place des 26 provinces, c'est une disposition constitutionnelle. Respectueux des textes, hein? Il va d'abord par cette voie-là. Deuxièmement, Muzito, contrairement à ce que certaines langues disent dans l'opinion, il a lancé un débat de très haut niveau, mais qui aujourd'hui est en train encore de percer même au niveau de la base, donc de l'opinion, entre guillemets, hein, dans le coin reculé. Le débat qui est au niveau de la politique, certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de scruter, de jeter un coup d'œil d'observateur, d'abord dans cette première tribune, RDC un État sans province, essaie un peu de divaguer, et les plus éphémères, ils vont même à des attaques personnelles. Or, c'est un choc d'idées. Il a lancé un choc d'idées, nationaliste qu'il est. Il voudra que tous les nationalistes, tous les Congolais, les vrais alors, cogitent autour du découpage territorial. Muzito n'est pas contre les découpages territoriaux. Mais Muzito apporte sa pierre de contribution. Mais il alerte aussi au danger qui pourra provenir si jamais on prenait en compte certaines propositions qu'il a faites. RDC, l'État sans province, Muzito plaide d'ailleurs pour les provinces existantes, les 11, avant qu'on passe aux 11. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un réel transfert de pouvoir, d'administration et de finances. Ce qu'il appelle des coquilles vides. Muzito dit, mais si on doit passer de 11 à 26, c'est une disposition de la Constitution. Mais voilà, que les 11 existantes d'abord jouissent de leur autonomie. Autonomie en termes de finances, autonomie en termes d'administration. Et que c'est là, Muzito va plus loin en concluant, il parle de volonté politique. Il dit qu'il n'y a pas de volonté politique, il parle du pouvoir central qui veut s'accaparer, qui ne veut pas démocratiser plutôt les provinces. RDC est à 100 provinces, les 11 provinces existent, mais Muzito voudra d'abord voir les 11 provinces jouir exactement de leur autonomie, en attendant que les 26 arrivent, parce que nous devons respecter la Constitution. 26 provinces, oui, mais que les 11 existantes d'abord prouvent qu'elles sont autonomes, qu'aujourd'hui, un ministre provincial de l'enseignement peut, n'est-ce pas, s'occuper de la mécanisation des enseignants provinciaux de la province, plutôt qu'il recourt au pouvoir central. Que le ministère provincial de l'agriculture ait l'attribution, jouisse de ses compétences, et qu'en ce moment, les députés provinciaux peuvent avoir l'aisance d'initier telle ou telle autre action à l'endroit du ministre provincial de l'agriculture concernant la province. Or, ce n'est pas le cas. Tout aujourd'hui, tout compte fait. Dans les provinces, il faut recourir au pouvoir central. Voilà un peu, un État sans province, mais je ne vais pas dire que la RDC n'a pas de province. Alors donc, mais c'est justement, il plaide d'ailleurs pour les 11 provinces. C'est ce que je voulais dire, donc normalement on devait le soutenir dans cette voie. Les provinces dont il se fait l'avocat devaient le soutenir dans cette démarche. Steve a quelque chose à ajouter, oui, je crois. Oui. Je reviens à vous, je reviens à vous. Je pense que je voudrais un peu plus compléter M. José Kamanga, parce que l'honorable Muzito dit pas nécessairement qu'on doit d'abord s'arrêter aux 11. Il dit qu'il y a de préalables qu'il faut respecter. Si l'on veut aller même aux 26, il est d'accord. Parce que lui, il considère qu'en réalité, aujourd'hui, plus ou moins, le Katanga a plus ou moins la superficie de la Zambie. La Zambie a 9 provinces.
Mais le Katanga, on veut juste créer 4 provinces au sein du Katanga. Alors c'est pas les problèmes. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de respecter les préalables. Quels sont les préalables? Parce qu'on doit savoir que la décentralisation, il y en a d'ailleurs deux, le concept de décentralisation politique et décentralisation administrative. La décentralisation politique, c'est ce dont on parle pour les provinces, et la décentralisation administrative, c'est au niveau des entités territoriales décentralisées. Et ce que vous appelez les découpages, c'est l'installation de nouvelles provinces. Donc c'est deux techniques différentes. Alors, si vous plaidez pour le découpage, alors plaidez aussi pour la décentralisation politique. Ça veut dire tout simplement ceci. Vous voulez qu'on aille à 26 provinces, mais décentraliser. Donner à toutes ces provinces tout leur pouvoir. Donnons à toutes ces provinces toutes leurs ressources. Parce qu'en matière de pouvoir, jusqu'aujourd'hui, les provinces utilisent les fonctions publiques du pouvoir central. Le province ne nomme pas les enseignants, ne nomme pas de médecins. Et si on veut poser la question de savoir pourquoi jusque-là le gouvernement central se comporte de cette manière. Je dirais généralement le pouvoir central, parce qu'il y a et le gouvernement central et le Parlement national. Parce que pour que le province puisse jouir d'une administration propre, d'une fonction publique provinciale, il faut qu'on vote la loi sur la fonction publique provinciale qui est de la compétence du Parlement national. Pour qu'aujourd'hui, que le pouvoir central puisse avoir un grand instrument qui peut l'aider à mieux faire fonctionner les provinces, il faut qu'on vote la loi sur la Caisse nationale des péréquations, qui est un grand instrument du pouvoir central pour pouvoir résoudre les déséquilibres de développement entre provinces. Je pense qu'on pourra y revenir, effectivement, j'ai commencé par là, on pourra peut-être y revenir pour la loi sur la fonction publique provinciale. Parce qu'aujourd'hui, si on part du côté des ressources, il y a plus ou moins 3 rubriques qui sont consacrés pour la rétrocession. Il y a premièrement le crédit pour le paiement de personnel à 4 domaines à compétences exclusives. Les crédits des rémunérations de 4 domaines. Jusqu'aujourd'hui, c'est reconnu aux provinces dans le budget, mais c'est le pouvoir central qui gère. Et le deuxième crédit, c'est les crédits d'investissement pour les 4 domaines à compétences exclusives, c'est-à-dire pour construire les hôpitaux, les écoles, et même pour construire les routes des dessertes agricoles, qui devaient être une compétence de province, mais c'est toujours le pouvoir central qui gère ces fonds. Et ce n'est que le 3e crédit, les crédits sur le fonctionnement des institutions provinciales et des rétrocessions des ETD, que l'honorable Mouzito lui-même il reconnaît, qu'il donnait 6%. Du budget de recettes à caractère national aux provinces, et aujourd'hui on est descendu à 4%. Donc on sent déjà que le 11 ont eu des problèmes. Alors il dit bon, allons au 26, c'est pas un problème, mais décentralisons, votons la loi sur la fonction publique provinciale, votons la loi sur la Caisse nationale des péréquations, et on y reviendra peut-être. Commençons à voter un budget de l'État. Merci, la matière est très abondante. Si nous comprenons bien, le Premier ministre demande tout simplement qu'on respecte la Constitution en transférant effectivement les compétences et les ressources aux provinces. Alors, les ressources, c'est l'objet de la deuxième tribune. La RDC, un État sans budget. Israël Moutala, vous êtes analyste économique. Cette question a suscité beaucoup de réactions. Les gens ont dit, mais comme disait quelqu'un ici, comment lui qui était ministre du budget peut-il dire que la République n'a pas de budget alors qu'il n'avait pas démissionné quand il était soit ministre du budget, soit Premier ministre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la notion d'un budget de l'État? Merci, mais avant que je réponde à cette question, j'aimerais brièvement dire que qu'est-ce qui fait que aujourd'hui le pouvoir central ne veut pas justement donner aux provinces et aux entités territoriales leurs compétences. Donc cela procède d'une longue et vieille culture de concentration de pouvoir à Kinshasa. Donc peu importe les bords politiques, il y a une mentalité à Kinshasa à accaparer tous les pouvoirs, à ne pas faire confiance justement. Votre paternaliste, hein, que tout le monde et tout à fait. Mais justement, c'est parce que si Kinshasa, on comprend aussi, a peur justement que en donnant certaines compétences aux provinces, qu'elles n'en abusent. Parce qu'il n'y a pas encore des garde-fous. Mais le meilleur garde-fou, comme l'a dit le... Il faut respecter la Constitution israélienne. Mais justement, il y a des préalables. Et un de ces préalables, pour que le pouvoir central de Kinshasa ait une même mise plus ou moins générale sur toutes les provinces et les ETD, c'est que justement, qu'il y ait un budget consolidé. Ça veut dire que justement, quand on a un document qui répercute toutes les taxes, tous les impôts, du niveau local
au niveau central, toutes les dépenses du niveau local au niveau central, quand vous avez ces documents consolidés de toutes les personnes publiques morales, vous aurez en principe un élément de gestion, de contrôle. Donc la crainte que les ETD, que les provinces ont par rapport aux ETD, qui vont dilapider les ressources, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour justement jouir de leurs prérogatives constitutionnelles. La crainte qu'à Kinshasa par rapport aux provinces, que les provinces n'ont pas les compétences et qui vont dilapider les ressources qu'on mettrait à leur disposition, serait infondée si on a un document sérieux. Justement, c'est que Mouzito appelle les budgets de l'État. C'est que les législateurs... Ouais, c'est que d'accord, parce que nous exploitons les tribunes. Ce sont les tribunes de Mouzito qui ont fait ressortir cette question. Et donc, justement, il faut lui tirer un chapeau. Donc, le débat, c'est un débat qui vaut la peine d'être mené. Et donc, en principe, c'est le meilleur document pour encadrer le pouvoir public. Parce que quand vous donnez aux compétences, les autres, Steve l'a dit, Fumutoto l'a dit, Yves l'a dit, les personnes morales ont des prérogatives propres. Et pour justement jouir de ces prérogatives, il leur faut aussi des ressources propres et un personnel propre à eux. Ça veut dire que vous dites à la province, tu es compétente pour l'agriculture, il faudrait qu'elle ait des crédits pour l'agriculture, il faudrait qu'elle ait du personnel pour l'agriculture. Donc la province du Katanga veut lancer un programme agricole. Elle se choisit librement. Ça veut dire que le ministre de l'Agriculture, l'Assemblée provinciale d'une province X2D, doit justement allouer des crédits, voter des crédits en faveur de ces domaines de compétences exclusives. Mais il ne faut pas avoir des ressources financières tout simplement. Il faut avoir des ressources humaines. D'où la problématique ici justement d'une loi sur la fonction publique provinciale. D'où la problématique ici justement d'un budget consolidé. Donc c'est tout ça maintenant que vous mettez en harmonie de la base au sommet dans un document justement qui retrace les possibilités financières. Parce que n'oubliez pas qu'un budget justement ça va répercuter tous les aspects des prérogatives. Ça veut dire qu'il y aura des postes de rémunération, des postes de fonctionnement, de toutes les attributions. Alors quand vous avez le budget de l'État, justement, qui part des entités locales au budget du pouvoir central, vous avez justement une vision synoptique de tout ce que l'État a besoin comme d'argent, de ressources, et vous allez mieux contrôler l'action de l'État et mieux orienter le développement. Très bien. Alors, Fumutoto, la même question. Un budget de l'État, c'est quoi? Un budget du gouvernement central, c'est quoi? Un budget du gouvernement provincial, c'est quoi? Parce que c'est ça la grande question. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais comment on peut dire qu'il n'y a pas de budget alors que chaque mois, plutôt chaque année, le ministre du budget passe au Parlement pour pouvoir présenter un budget qui est voté par l'Assemblée nationale et ce budget-là est exécuté. Pour vous, quelle est la nuance? Où se situe la nuance? La loi relative à la libre administration des provinces, dans son article 16, 40 et 43, et la loi relative aux finances dispose que l'État doit avoir un texte commun rassemblant les budgets du pouvoir central, provincial et des entités territoriales décentralisées qui soient incorporées dans les budgets des provinces. Ce n'est pas Mouzito qui le dit. Ça c'est un. Deux, la loi relative aux finances, dans son article D, se préoccupe d'abord de définir les concepts, notamment comptabilité publique, c'est quoi? Finances publiques, c'est quoi? Les budgets de l'État, c'est quoi? Et dans cet article D de la loi relative aux finances, il est dit clairement que le budget de l'État contient, un document contient, commun, contenant les budgets du pouvoir central. Ça veut dire les budgets du Premier ministre, pour que les gens comprennent très bien. D, les budgets du pouvoir, je peux dire les budgets des Matata. 2, les budgets du pouvoir central, provincial, les budgets des Kimbuta. Et les budgets des entités territoriales décentralisées pour former les budgets du chef de l'État. C'est ce que ça veut dire dans la pensée politique. Ça veut dire que Mouzito n'a pas dit que non, parce que les gens qui disent il était premier ministre du budget. Il était aussi, pardon, ministre du budget. Il était premier ministre. Il est encore député. En disant la RDC un État sans budget, comment lui-même a-t-il pu être ministre du budget alors qu'il n'y avait pas de budget? Non, confusion des concepts. Il n'a pas dit que notre pays n'a pas de budget.
Parce qu'il y a le budget du pouvoir central qui est une institution. Il y a le budget du pouvoir central qui sont des institutions. Et il y a le budget des entités territoriales décentralisées. La République a ses budgets, mais l'État n'a pas de budget. Donc, un budget, comme disait Israël, consolidé qui reprend tous les autres budgets. Je suis encore ailleurs avant de répondre à votre question. Il ne dit pas le pays n'a pas de budget. Il ne dit pas la nation n'a pas de budget. Il ne dit pas la République n'a pas de budget. L'État n'a pas de budget. Et le budget de l'État, c'est ce document commun de tous les budgets qui forment le budget du président de la République pour permettre à ce que les gens comprennent ce que l'ami journaliste venait de dire tout à l'heure, l'aperçu général, la situation générale du pays. Et la différence entre Matata et Mobutu, c'est qu'avec la loi de finances au tas de Mobutu, quand Mobutu venait au Parlement dans la session budgétaire, il avait présenté le budget de l'État une fois. Mais avec la modification ou l'adoption de la loi de finances, il est demandé au Premier ministre de revenir 2 fois pour nous donner le budget de l'État. Il faut qu'on se comprenne. Nous sommes un courant. Et avant les mois de mai, le Premier ministre doit venir avec le budget des provinces déjà voté et le budget du pouvoir central déjà voté pour que le Parlement national endosse ça et que les chefs de l'État voient clairement d'où nous venons, où en sommes-nous et où nous allons. En fait, d'avoir une idée claire sur la décentralisation si nous avons la bonne volonté d'installer de nouvelles provinces. En fait, ce qui apparaît aujourd'hui comme magie ou comme étonnant ne pouvait pas paraître étonnant dans d'autres cieux. La deuxième chose, mais vous avez posé une question pertinente. Mais il faudra que les gens sachent que quand moi je répondais aux ateliers du Palou pour débattre de la décentralisation, Mobutu n'avait pas encore parlé des tribunes. C'est-à-dire qu'au niveau du Palou, comme parti politique, les débats sur la faisabilité de la décentralisation étaient déjà engagés avant la tribune de Mobutu. Et pour ceux qui disent, mais lui-même était premier ministre du budget, mais il faut lire. Mobutu a déjà publié une plaquette en 2010. Et pour ceux qui ont la mémoire vive, Mobutu en 2010 était-il ancien premier ministre ou il était premier ministre en exercice? Il a publié une plaquette. Et moi, en tant que chercheur politique, j'ai accédé à cette information qui est disponible à la portée de tout le monde. Il a dit, installation de nouvelles provinces, défis et contraintes. Qu'on nous dise si Mobutu n'a pas abordé cette question pendant qu'il était encore Premier ministre, qu'on dise non, il veut une récupération politicienne, voilà pourquoi il en parle. Mais déjà, Premier ministre, il avait déjà abordé cette question. Et je chute par la question. Pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas de décentralisation et qu'on veut aller au découpage pour résoudre le problème d'un conflit avec un gouverneur? On va aller aux élections provinciales précipitées pour résoudre les problèmes avec un président du Sénat, au lieu d'aborder les vrais problèmes du Congo. Mais parce qu'il n'y a pas rapport de force entre l'opposition et le pouvoir, il n'y a que la polémique, il n'y a pas un débat de fond. 2, il n'y a pas de rapport de force entre les institutions, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif domine et marche sur le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il n'y a pas de parti politique au Congo qui assume les leadership. Les partis politiques sont devenus comme des quémandeurs de postes auprès des institutions, alors que dans une démocratie, ce sont les partis politiques qui dirigent. Je vous donne un exemple. Comment vous acceptez que vous soyez secrétaire général d'un parti politique, vous êtes au gouvernement, vous ne voulez pas renoncer à vos attributions dans le parti? Alors que le parti, c'est les germoirs qui vous envoient au gouvernement. Une fois que vous êtes au gouvernement, vous ne pouvez plus diriger le parti parce que vous risquez de confondre l'administration du parti et l'administration du gouvernement. Qui doit de cette fois-ci vous contrôler? Non partis politiques, ce sont de l'opposition, de la majorité, ce sont des partis tribaux. Merci Fumutoto. Je suis en disant il faut que notre ami Kamanga parle quand même tout de même, mais un État sans budget, allez-y. Oui, je vais placer juste un mot avant de donner le micro à mon estimé confrère Luc Mikombo Kabon 4. RDC un État sans budget. Voilà là où j'ai dit que le débat était à 2 niveaux. Au niveau des intellos et au niveau du petit peuple. Alors, que fait l'homme politique congolais? Il ramène les débats au niveau du petit peuple. Et la base, c'est mieux, hein, de parler du petit peuple. À la base, bon. L'homme politique ramène le débat au niveau de la base, mais avec une information déformée ou biaisée. Pour dire, avec intoxication, je peux le dire, pour dire, mais comment lui qui fut ancien Premier ministre peut dire que la RDC est un État sans budget, sans pour autant expliquer exactement ce que Mobutu veut dire ici.
Mouzitou dit, tous ceux qui ont eu à aborder la question ont tenté d'expliquer. Simplement, il a résumé pour dire c'est un tableau de bord. Ça veut dire, au-delà du budget du pouvoir central, on doit avoir un budget d'État. Ça veut dire, on sait que la ville de Kinshasa, les communes qui forment la ville de Kinshasa, ont en termes de recettes, en termes de dépenses, voilà. On sait que l'actuelle province du Maniema, en termes de communes qui la composent, en termes de recettes, de dépenses, la somme de toutes les provinces, des budgets, des provinces, consolidées avec le budget du pouvoir central. Et voilà, c'est ce qu'on appelle budget d'État. Chose que Mouzitou a dit depuis 2012. On est en quarantaine. Alors, je voudrais ici que les gens comprennent, que la base puisse ici comprendre, que Mouzitou n'a jamais dit que la RDC n'a jamais eu de budget, mais plutôt un budget d'État donnant l'image, donnant en termes de tableau de bord de ce que les communes, de ce que les provinces consolidées avec le budget du pouvoir central représentent. Très bien. Merci Joseph. Avant que nous passe la parole à Luc, je vois Steve qui piaffe d'impatience là. Alors vous avez moi ajouté par rapport au budget de l'État, parce que finalement le budget de l'État, est-ce que les gens, la question que moi je voudrais vous poser, vous allez réagir autour de la même question, est-ce que le débat actuel, c'est parce que les gens n'ont pas lu, ne sont pas informés de cette procédure, ou ça procède tout simplement d'une mauvaise foi? Ouais, il y a ceux qui de bonne foi n'ont pas compris ce que l'honorable a voulu dire par là, mais je pense que lui, il ne s'en soucie pas parce que, entre autres, il se sent une mission de pouvoir amener le peuple à comprendre les enjeux de la République. Mais si je pourrais revenir dans la compréhension de l'État sans budget, parce que nous devons ne pas dévier le peuple dans la compréhension des enjeux de la République. Quelle est son importance? Parce que déjà, je pense que le politologue Fumutoto a assez très bien expliqué le concept du budget de l'État. Les gens doivent comprendre que le Constitution a voulu que l'État ait 3 niveaux, 3 échelons. Le premier échelon, c'est les pouvoirs centraux, le deuxième, les provinces, et les troisièmes, ce sont les entités territoriales décentralisées. Et à chaque échelon de l'État, il a accordé un budget. Maintenant, le budget de l'État, c'est ces documents qui réunissent les budgets de tous les échelons de l'État. Mais son importance revêt au niveau du rôle du pouvoir central. Parce que malgré qu'il y a 3 échelons dans l'État, le pouvoir central, lui, il a plus de missions que les autres échelons. D'où on lui donne la Caisse nationale des péréquations. En principe, dans la décentralisation politique, le pouvoir central devait diviser son budget en 2. 50%, ça va aux provinces, plutôt, ça va dans sa caisse du pouvoir central. Les 50 autres %, il prend les 40 qu'il donne aux provinces et les 10%, c'est la Caisse nationale des péréquations pour pouvoir résoudre le problème des déséquilibres de développement entre provinces. Mais pour pouvoir percevoir les déséquilibres de développement entre provinces, il faut avoir un budget de l'État. Parce que le budget de l'État vous demande, donnons un exemple de l'honorable Mouzitou, vous demande par exemple que aujourd'hui, on donne plus ou moins 450 millions de dollars au Katanga comme crédit d'investissement, mais Katanga, de lui-même, ou soit d'elle-même, si on parle en termes de province, mobilise 230 milliards de francs, plus ou moins 235 millions de dollars. Et Bandundu, à qui le pouvoir central n'accorde que 10 milliards de francs congolais ou 10 millions de dollars, elle-même ne mobilise que 34 millions de dollars ou 34 milliards de francs. Ce qui fait dire à l'honorable Mouzitou que par rapport à cet exercice budgétaire, pour que Bandundu rattrape la situation du Katanga, il faudra au moins 50 ans, un demi-siècle. Pourtant, comme je vous dis, le pouvoir central, s'il avait un tableau de bord, il allait se rendre compte que il faut réagir à travers la Caisse nationale des péréquations. Et à travers cette gymnastique intellectuelle que l'honorable Mouzitou a pu faire, il a considéré que aujourd'hui la Caisse nationale des péréquations, même si on l'a voté, avec 10% de 6 milliards de dollars qui représentent 600 millions, c'est déjà insignifiant pour pouvoir résoudre ces genres de déséquilibres qui sont devenus criants. D'où ça l'amène à dire, mettons en place un fonds spécial de péréquation qui, lui, sera constitué de frais que l'on va mobiliser à l'extérieur du pays. Et c'est ça sa démarche.
parce qu'il considère que lui, quand il était à la gestion au niveau de la primature, il a mobilisé 59 millions de dollars par mois pour payer la dette extérieure. Et l'objectif était que dès qu'on finit la dette, nous devons établir un nouveau partenariat, mobiliser de fonds extérieurs, construire des routes entre provinces, et c'est ce qui allait permettre à ce qu'on crée une économie nationale. Merci. Alors, Luc, vous réagissez à la même question, budget de l'État. Tout à fait. Avant de réagir à cette question, parce que j'avais demandé la parole il y a longtemps, vous ne me l'avez pas accordé, je vais très rapidement soulever une réflexion que je trouve intéressante que l'honorable Muzito a soulevée quant au démembrement de provinces. Il dit par exemple que la ville de Kinshasa est issue de la province de Léopoldville et qu'il y a dans la ville certains immeubles qui, par rapport au découpage qui a fait que Kinshasa soit une province, le Bas-Congo et les Bandundu, c'était la province de Léopoldville à l'époque. Mais à qui, par exemple, appartiendrait le port de Matadi? Est-ce au gouvernement central ou au gouvernement provincial, donc Matadi? À qui appartiendrait, par exemple, vous voyez les immeubles GLM? Ça appartenait à la province de Léopoldville. La résidence du gouverneur. La résidence du gouverneur. Aujourd'hui, ça appartient à qui? Donc, il pose là certains problèmes fondamentaux auxquels les politiciens qui font la politique pour la politique ne font aucun cas. Des problèmes auxquels on ne pense même pas. Merci Luc. Nous allons vite parce que le temps imparti court vers la fin. Le problème ici, c'est le problème d'avoir un canevas qui reprend les recettes à tous les échelons. Au niveau national, au niveau provincial et au niveau des ETD. Mais ce n'est pas seulement les recettes, mais aussi les dépenses prévues. Quelles sont les dépenses qui sont prévues, par exemple, pour le territoire de Koutou? Mais ces dépenses-là vont être financées par quelles recettes, Fumutoto? Est-ce que c'est ça dont il est question ici? Et vous allez rapidement réagir et puis Steve aura 1 minute et puis on va passer à la dernière tribune pour conclure. Au niveau de la troisième question, si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. Pendant que nous posons le problème du budget de l'État, on nous dit qu'on a le financement. Est-ce que le budget c'est le financement? Non, on n'est pas là. Revenez d'abord. Oui. Les budgets nous donnent d'abord quels sont les problèmes de l'État avant de savoir comment avoir l'argent pour résoudre ces problèmes. Et donc, si on n'a pas bien situé tous les problèmes de l'État, même ce qu'on prétend avoir comme financement ne répond pas au problème du budget. Ça, c'est un. Lorsqu'on nous parle de la RDC sans budget, mais nous pouvons prendre ça même sur l'anglais, purement économique. Le Premier ministre Matata a été investi au Parlement avec une prétention de mobilisation des recettes à la hauteur de 48 milliards sur 5 ans en recettes propres. Maintenant que le Premier ministre Matata vient de réaliser 3 ans, a-t-il mobilisé ne plus que la moitié? Parce que le budget, c'est la déclaration de mobilisation. Mais à la fin de chaque exercice, on doit dire, est-ce que ce que vous avez prétendu mobiliser par an, sur 5 ans, avez-vous réalisé ça? Il s'est fait remarquer sans débat que le taux de mobilisation des recettes ressources propres est moins de 70%. C'est-à-dire même ce que nous prétendons mobiliser, nous n'arrivons pas à mobiliser à 80% déficit. 2. Les charges que le Premier ministre avait avant la sortie du gouvernement de cohésion n'étaient pas les mêmes charges. S'il y a contradiction entre son ancien gouvernement et sa prétention de mobilisation de 48 milliards sur 5 ans, il y a encore de nouvelles charges qui se sont ajoutées par le gouvernement de cohésion nationale et que le Parlement n'a pas endossé ces bonus-là de complément de charges d'État pour dire nous te complétons les charges du budget. Alors sur base de quoi il est en train de gérer le pays. 3. On nous parle de la croissance du PIB à 1 chiffre, 2 chiffres, tout ça. Nous faisons la politique. Même si personnellement je ne suis pas économiste, mais j'ai des conseils. Attendez, moi je pense que nous sommes en train de nous perdre. Ce débat-là n'est pas à l'ordre du jour. Je crois que ce que je vous ai demandé, c'est de savoir, aujourd'hui, lorsqu'il parle, lorsqu'on les lit, le Premier ministre, situons sa pensée, parce qu'il veut dire que le budget de l'État qu'il demande, c'est ce budget-là qui reprend les recettes telles que prévues. Où est-ce qu'on va trouver ces recettes et quelles sont les dépenses
qui vont être exécutés au courant par exemple d'un exercice budgétaire. Nous avons les dépenses au niveau national, au niveau provincial et même au niveau des ETD, mais voici les recettes viendront de telles, par exemple, de ceci, de cela. C'est ce que le Premier ministre veut dire. Je crois qu'il y a Steve qui veut réagir. Peut-être il n'y a pas la même compréhension sur lorsque Steve va aborder tout à l'heure là, lorsqu'il va au-delà de ce que prévoit la Constitution pour proposer les fonds de péréquation. Ouais. Il n'est pas dans les recettes, il est dans un débat d'abord d'idées, ensuite de doctrine, de loi et de finances. Très bien. Alors, nous restons dans le cadre justement de finances publiques, juste parce qu'on parle de finances. Maintenant, on va aborder la troisième tribune. Israël, vous allez parler. La troisième tribune, c'est nouvelle province, élection locale, la faillite de l'État. Adolphe Muzito parle d'une faillite non déclarée de l'État congolais. Mais il y en a qui ont dit, mais c'est très grave pour un ancien Premier ministre. Non, mais c'est quoi la faillite? C'est peut-être l'incompréhension du concept de faillite. Généralement, on en parle pour ce qui est des entreprises publiques, c'est-à-dire lorsque les entreprises ont plus de dettes que des ressources et qu'elles n'arrivent pas à payer de dettes, d'où on part auprès du juge pour déclarer l'entreprise en faillite. C'est vrai pour l'État, c'est quand même assez osé parce que heureusement pour l'État, il n'y a pas un juge qui peut déclarer l'État en faillite. C'est ça qui est heureux pour l'État congolais. Mais il faut savoir que l'État congolais a des dettes qu'il ne sait payer auprès de la SNEL, qu'il ne sait payer auprès de la Régie des eaux, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc il les relève, et c'est tout simplement pour dire que comme nous sommes un État qui a déjà beaucoup de passifs, 250 000 enseignants qui jusqu'alors ne sont pas payés, plusieurs vieux que l'on ne sait pas retraités, eh bien, ne créons pas de nouvelles dettes inutiles. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on a commencé par l'État sans province. Il nous dit que on veut créer de nouvelles provinces, mais commençons par décentraliser. C'est ça qu'il dit dans l'État sans province. Et dans l'État sans budget, il nous dit on veut créer de nouvelles provinces. C'est une très bonne chose, mais on n'a pas un budget de l'État. Et le pouvoir central ne joue pas son rôle à travers la Caisse nationale des péréquations qu'il n'a pas et qu'il n'utilise pas pour résoudre les déséquilibres entre provinces. Parce qu'il faut le savoir, l'État, le budget de l'État, ce n'est pas, au fait, on ne fait pas de prévision de dépenses et des recettes dans le budget de l'État. Le budget de l'État n'est constitué que deux autres budgets. Donc c'est un document statistique, un document informatif. Ça permet au pouvoir central de voir comment fonctionnent les provinces, de voir comment les provinces s'endettent mal. Et aujourd'hui, les provinces s'endettent auprès de banques, contrairement à ce que prescrit l'article 15 de la loi relative aux finances publiques. Donc, et il fait dans... Mais c'est donc à travers ce document qu'on devrait savoir telle province, par exemple, s'est endettée à autant et comment elle compte, par exemple, rembourser ses... Et s'il ne sera pas remboursé, on peut déjà voir comment résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale n'est pas en mesure, lorsque une banque auprès de laquelle la province s'est endettée n'arrive pas à recouvrer ses créances auprès de la province, la Banque centrale ne sera pas compensée. Par exemple, une dette de 200 millions de dollars. Donc, d'où il dit il faut qu'il y ait ces tableaux de bord. En réalité, l'État sans province et l'État sans budget, ce sont de recommandations, ce sont de préalables que nous devons forcément respecter pour que la décentralisation, plutôt pour que le découpage puisse réussir. Mais en ce qui concerne la décentralisation administrative, qui doit d'ailleurs commencer par les élections locales, il dit non, on n'aura pas assez de finances pour compenser les déficits que ça va créer. D'où il demande à ce que les élections locales soient ramenées après 2021. Parce que c'est après 2021 que nous pourrions avoir un budget de plus de 10 milliards de dollars et qui pourra facilement compenser les déficits. Merci Steve. Alors, Israël, nous allons vite. Le Premier ministre émet encore est partagé par quelques inquiétudes, notamment. Il dit que au regard de la situation actuelle, par exemple, de nos provinces, leur gestion qui n'a pas été correcte, nous venons de le dire, aujourd'hui, procéder à l'organisation des élections locales, c'est amener presque une catastrophe, parce qu'on n'aura pas l'argent pour payer le personnel politique, on n'aura pas l'argent pour financer suffisamment le fonctionnement de ces ETD. Encore une fois, chiffre à l'appui, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a démontré que l'organisation des élections sera très coûteuse,
le personnel, il a fait une projection du personnel politique qui va justement qui va concerner ce processus. Ça avoisine à peu près 50 000. 50 000, ça veut dire que voilà le chiffre à peu près. Donc les institutions elles-mêmes, elles seront nombreuses, aussi bien délibérantes qu'exécutives. Donc quand vous voyez la somme de toutes les institutions que nous allons créer, le personnel qu'elle va employer, le personnel politique, le personnel d'appoint, leurs rémunérations, leurs frais de fonctionnement, on avoisine à peu près le 1,5 milliard de dollars. Alors, vous avez cette somme, ça veut dire que c'est un alourdissement justement du train de vie de l'État. Alors, il a dit pour lui, cette somme en tout cas, on ne peut pas se permettre le luxe de l'absorber dans le fonctionnement et dans la rémunération des nouvelles personnels politiques et dans l'organisation des nouvelles élections, notamment locales. Pour lui, cette somme peut être réorientée notamment en termes de construction d'infrastructures routières, qui est la priorité de priorité. C'est un débat, et ce débat doit être rencontré. Et donc, moi, c'est le silence assourdissant du gouvernement sur ces questions qui me surprennent. Parce que ici, j'aimerais absolument ici que le ministre du Budget, M. Bongongo, puisse réagir. C'est ça la démocratie. J'aimerais même qu'un des conseillers éminents du Premier ministre Matata réagisse, tribune contre tribune, débat contre débat. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer notre pays. Et donc, le débat qui a été posé est un débat de fond qui mérite justement d'être approfondi et que les principaux profondeurs ou les gens qui sont sceptiques par rapport à ces tribunes puissent rencontrer, chiffre à l'appui, le Premier ministre Muzito. Donc, nous sommes là, nous avons des difficultés de trésorerie. Un des conseillers du Premier ministre a justement reconnu au cours d'une émission à Radio Capi que justement les recettes de l'État propre étaient en baisse à cause de la chute des cours de cuivre et du pétrole, qui sont parmi les principales sources de revenus de notre budget en ressources propres. Et donc, par rapport à tout ça, faut-il continuer avec le processus à ce rythme-ci? Le Premier ministre dit, attention, avant d'y aller, voilà les préalables qu'il faut observer. Et je pense que c'est pertinent là-dessus. Donc moi, je vois mal comment est-ce que, en termes, quand je jette un chiffre ici, je vois que, par exemple que les salaires de ce nouveau personnel politique va absorber à peu près 120 millions de dollars. Je vois que, par exemple, en termes de frais de fonctionnement, nous allons chercher pour les ETD dans les 45 millions de dollars. Et donc, toutes ces sommes sont importantes. Quand je vois toutes les sommes réunies, donc on approche pas moins de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, c'est combien de routes? Très bien. Alors, Luc, rapidement, autour de la même question, un État en faillite, à votre avis, est-ce que la problématique est fondée? Oui, oui. J'ose croire que véritablement, Adolphe Muzito pose le problème et il analyse la situation en montrant que mathématiquement ou économiquement, on ne peut pas se payer de luxe de créer des entités sans prendre en compte la réalité en face. Alors, il parle d'impasse budgétaire. Il dit par exemple que pour les 26 provinces à créer, au plus bas mot, on accorderait à une province 14 milliards de francs congolais. Multiplié par 26... 14 millions de dollars à peu près. Oui, ça fait donc 14 millions de dollars à peu près. Ça ferait quelque chose comme 241 milliards de francs congolais. Plus que ça, 400 oui, non. Et le montant global ferait 411 milliards de dollars de francs congolais. Et donc, il dit que si on accordait au plus bas mot 14 milliards de francs congolais à une province, il y aurait de toute façon une impasse de 170 milliards de francs congolais. Et c'est beaucoup. Donc, pour un État responsable, ce serait s'aventurer pour créer des provinces dont le fonctionnement, dès l'abord, pose déjà problème. Alors, il dit, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a attention, on ne peut pas aller à la création des provinces sans tenir compte des réalités. Joseph Kamanga, vous avez une minute autour de la même question et puis on va conclure. Ok, justement, une minute. Nouvelle province, élection locale, la faillite de l'État. C'est la 3e tribune d'Adolphe Muzito. Ici, Muzito met encore un autre ingrédient dans la cuisine qu'il a déjà faite au sujet de ces tribunes pour alerter encore. Il alerte, il dit voilà, un RDC qui sera face à la faillite, c'est parce qu'il y aura d'abord un déficit en termes de financement. Muzito va plus loin et dit mais voilà,
on ne peut pas au même moment lancer le processus de la mise en place de nouvelles provinces, les 26 d'ailleurs, mais en même temps organiser les élections locales municipales. Il propose, il est celui qui analyse et propose. Il dit, voilà, selon lui, il serait mieux que les élections locales se tiennent en 2021. Le temps que l'on puisse d'abord finir avec ces processus de la mise en place de nouvelles provinces en termes de personnel, en termes d'infrastructures. Donc voilà un peu, je pense que le débat c'est un débat d'idées, un choc d'idées. Je voudrais ici que c'est un débat nationaliste et que à une tribune, comme l'a dit l'estimé confrère Israël, il faudra prendre par une tribune et que ce ne soit pas des attaques personnelles parce que nous devons... c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Très bien, on a complètement terminé. Alors en 30 secondes, Fumutoto, attendez, vous allez conclure par là parce que nous n'avons plus le temps, le temps imparti est terminé. En 1 minute, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces 3 tribunes? Ça c'est la première question et vous allez conclure pourquoi, parce que la question récurrente, pourquoi il a fait en ce moment? Bon, il faut retenir ceci qu'il a dit, la première tribune, la RDC est un État sans province. La deuxième, un État sans budget. Et il ne dit pas qu'on ne peut pas découper, mais il dit, si nous allons dans les découpages avec la méthode actuelle, il ne dit pas que ça va entraîner la faillite. Parce que lui, il dit, la RDC est un État en faillite non déclarée. Étant donné qu'il n'a pas de province, étant donné qu'il n'a pas de budget, il est déjà en faillite, mais ce n'est pas encore déclaré. Maintenant, si nous allons dans les découpages avec cette méthodologie, cette faillite qui était cachée, qu'on ne voyait pas, sera en ligne davantage. Et puis la c'est depuis 1960. Voilà. Pas maintenant. Deuxième élément d'analyse, le professeur Bongongo, je le connais très bien, il est de l'opposition républicaine, au moins il ne reviendra pas pour répondre. Tout ce que lui, en tant que professeur et ministre d'État en charge du budget, peut faire, et je sais qu'il le fait, c'est d'avoir un budget citoyen qui doit résoudre les problèmes du Congo et il doit maintenant prendre en compte les analyses, l'intelligence, les réflexions de tous les Congolais, réfléchir. Merci, merci. Fumutoto, nous avons... On a terminé. Merci, chers confrères, pour vos analyses. Merci à vous deux aussi. Vous êtes acteurs politiques pour tout ce que vous avez pu dire. Nous avons compris que le Premier ministre Muzito attire l'attention de la nation sur les grandes questions de l'heure, notamment les découpages territoriaux. Il est pour, mais il demande qu'on puisse faire l'état des lieux des actuelles provinces avant d'aller à l'installation de nouvelles provinces pour ramener l'ensemble du pays à 26 provinces. Parce que si jusque-là on n'a pas transféré les compétences, on n'a pas transféré les ressources qu'il faut aux 11 provinces, il se demande comment on le fera avec 26 provinces. Donc, il demande qu'il y ait le courage politique pour qu'on puisse aller là-bas. Mais quant aux élections locales, nous avons tous dit ici que le Premier ministre Muzito demande que ces élections soient reportées à 2021, le temps que nous ayons de l'argent suffisamment pour payer ces personnels politiques et nous puissions les organiser dans de bonnes conditions. Et quant à la question que beaucoup de gens se posent sur pourquoi il a fait maintenant, il dit que c'est un devoir pour lui en tant que citoyen congolais de donner son point de vue comme le font tous les autres. Merci, chers confrères. Merci à vous deux pour toute cette analyse. On vous retrouvera certainement autour de notre plateau de ces gens et probablement autour d'une autre question. Pour l'instant, restez avec nous. Merci, au revoir.